En Suisse, on adore l'eau minérale naturelle. Chaque habitante et habitant en consomme près de 110 litres par année, que ce soit au restaurant ou à la maison. Personnellement, je préfère l'eau gazeuse que l'eau du robinet. De temps en temps, je prends un petit peu d'eau. Ça aide à côté du vin. Glénier, là, c'est de chez nous aussi, il ne faut pas oublier. Moi, je suis toujours habitué à commander une bouteille d'eau. Ouais. Un engouement pour l'eau minérale souvent encouragé par les restaurateurs. Bien sûr, il y a une technique. L'humain n'aime pas trop dire non. Donc si je viens directement à table en leur proposant une aignée verte, souvent, les gens ne sont pas trop attentifs, vont partir sur « oui, on vous prend, on vous fait confiance, on part sur une aignée verte ». Ici, c'est aussi possible de demander une carafe. Elle est facturée 1,50 € si c'est la seule boisson commandée. Quant à l'eau minérale, notre restaurateur la revend 6 fois plus cher que ce qu'il l'achète. De quoi couvrir ses charges. En Suisse, la consommation d'eau minérale est stable, malgré les déboires de Aigné. On s'en souvient, la marque propriété de Nestlé s'est faite pincer alors qu'elle filtrait illégalement son eau. C'est clairement une tromperie pour le consommateur. Il peut se sentir vraiment floué. Une eau qui est commercialisée alors qu'elle ne devrait pas l'être. Un coup de tonnerre dans les foyers helvétiques, tant Aigné fait partie des marques iconiques. L'an dernier, toute la presse en a parlé. Les eaux minérales, ça c'est une grosse épine dans le pied de Nestlé, Monsieur Frex. Cette idée romantique qu'on peut prélever à la source l'eau pure et la mettre en bouteille sans aucune intervention et d'assurer la sécurité alimentaire, c'est une idée romantique, ça ne résiste pas à la réalité de l'activité humaine. Et depuis cette déferlante médiatique, pas grand-chose. Ni les autorités ni Nestlé n'ont communiqué d'éléments réellement nouveaux. Alors pour prendre la mesure du scandale, il faut se tourner vers la France, où la multinationale possède notamment Perrier, Contrex ou Vittel. L'affaire Nestlé est en train de devenir un terrible scandale d'État. Qui gouverne réellement la France ? L'État et ses élus ou les multinationales et leurs lobbies ? Pour comprendre comment tout a débuté ici, direction Paris. À 2 pas de la Seine, voilà la maison de la radio. Pour la journaliste Marie Dupin, tout commence par un document qu'elle se procure en janvier 2024. C'est un compte-rendu d'une réunion entre des membres des ministères de la Santé, de l'Industrie et le cabinet de la Première ministre. Il est indiqué que le gouvernement accorde à la multinationale Nestlé la possibilité d'utiliser des filtres non conformes, c'est-à-dire non réglementaires, c'est-à-dire des filtres illégaux. Donc voilà, le point de départ, c'est ce document. Et derrière, il y a toute une enquête pour comprendre c'est quoi ces filtres, depuis combien de temps ils sont utilisés, quel est le rôle du pouvoir politique, pourquoi Nestlé a mis en place des filtres non conformes dans ses usines. Pour la journaliste de France Info, c'est le début d'une enquête tentaculaire. Il y avait plusieurs types de filtres qui étaient installés dans les usines, des filtres à charbon, des filtres UV et de la microfiltration, avec des seuils qui sont interdits, c'est-à-dire de la microfiltration très filtrante. En France, Nestlé administrait donc plusieurs traitements à ses eaux minérales. Pourtant, la loi est très claire. Une eau minérale naturelle ne doit pas subir ces traitements. Sinon, on considère que c'est une simple eau potable, comme celle du robinet. Nestlé savait que c'était illégal puisque dans ses usines, les filtres n'étaient pas visibles. Nestlé avait installé des filtres cachés, dissimulés aux autorités dans les sous-sols de ses usines. Ils avaient créé des fausses armoires électriques. Il faut imaginer quand même que c'est-à-dire qu'une multinationale a fait installer de fausses armoires électriques dans ses usines avec des faux boutons poussoirs pour pouvoir dissimuler la présence de ces filtres au contrôle sanitaire. Et donc, quand les agents du contrôle sanitaire en France venaient pour contrôler l'eau, eh bien, on leur donnait de l'eau en leur disant voilà, alors cette eau vient de la source, c'est de l'eau minérale naturelle, elle n'a subi aucun traitement et en fait, l'eau était traitée. Résultat, les eaux de Perrier, Vittel, Contrex ou Épar n'auraient pas dû porter l'appellation eau minérale naturelle. Mais Nestlé aurait gagné vraisemblablement beaucoup moins d'argent. Avec de plus petites bulles. Direction le vénérable Sénat et César.
Alexandre Huizy dirige aujourd'hui la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur l'affaire des eaux Nestlé. Vous avez un consommateur qui décide d'acheter une bouteille d'eau 120 fois le prix de l'eau du robinet. 120 fois le prix, c'est à peu près la moyenne. Bon, en tout cas chez nous. Et ce consommateur, il achète deux choses. Il achète la minéralité et la pureté originelle de l'eau, parce qu'elle est préservée dans des sources extrêmement profondes, etc. Si cette pureté originelle de l'eau, elle est plus garantie, si on applique des traitements illégaux, lampes à UV, à filtre à charbon, alors vous trompez le consommateur, puisque ces filtres et ces lampes à charbon, ils sont interdits, ils sont réservés pour l'eau du robinet. Donc je rappelle juste pour le cas français, on parle d'une fraude qui est évaluée par les services de l'État, les services nationaux d'enquête, l'information est publique, à plus de 3 milliards d'euros, une fraude aux consommateurs. La rupture. Au final, pourquoi Nestlé a-t-elle dû filtrer ses eaux minérales? Les puits sont contaminés. On a énormément de documents qui prouvent cette contamination. Ils sont contaminés avec des pesticides, donc des pollutions anthropiques, chimiques, et ils sont contaminés par des bactéries, des matières fécales. Nestlé devait donc filtrer ses eaux pour empêcher toute contamination. Les autorités françaises découvrent finalement ces filtres en 2021. Mais curieusement, elles accordent à Nestlé une dérogation pour continuer de microfiltrer la source Perrier jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi donc cette tolérance ? Peut-être parce que Nestlé est un employeur qui compte en France. Avec 10 000 collaborateurs, l'entreprise a le bras long. Le directeur général de la Santé a demandé la fermeture, la fin de toutes les licences accordées au groupe Nestlé dans ses usines d'eau minérale naturelle. Et la parole de l'Agence de sécurité sanitaire française et la parole du patron de la Direction générale de la Santé n'a pas été entendue par le pouvoir politique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des rencontres à différents niveaux, jusqu'à évidemment des proches collaborateurs du président de la République, dans lesquels ce sujet a été évoqué. Et donc, en effet, notre volonté, c'était de comprendre comment l'État, finalement, s'est approprié la demande de Nestlé. Parce qu'en fait, à la fin, il y a quand même une validation au niveau politique, si vous voulez, de ce que demande Nestlé contre l'avis du directeur général de la Santé en France. Pourquoi les eaux de Nestlé étaient polluées? Une partie de la réponse se trouve à Vittel. Bernard Schmitt a pris sa retraite dans les Vosges après une carrière de médecin. Il pensait consacrer ses vieux jours à l'observation des oiseaux, mais quand il intègre la commission locale de l'eau, il découvre que la ressource est surexploitée. Le fait de pomper beaucoup dans une ressource qui est un peu en tension fait que l'eau qui tombe avec la pluie ou avec la neige, mais il n'y en a plus beaucoup, est aspirée beaucoup plus vite, parce que pour prendre de l'eau, il faut des pompes, d'accord ? Et il se produit près des aspirations ce qu'on appelle un cône de rabattement, d'accord ? Qui va drainer l'eau beaucoup plus rapidement que naturellement, et aspirer avec des polluants, des germes issus de l'agriculture, de l'élevage, etc. Dans la région, Nestlé produit la Vittel, mais aussi la Contrex et l'Épar. Depuis des années, la multinationale est accusée de surexploiter la ressource. Et le surpompage sous terre se traduirait aussi à la surface par des assecs, c'est-à-dire des périodes où étangs et cours d'eau sont secs. On s'est aperçu, et l'Office français de la biodiversité nous l'a confirmé, que les assecs des ruisseaux étaient de plus en plus précoces, ce qui veut dire que s'il y a un assec, c'est que les nappes souterraines n'alimentent plus les ruisseaux. Face à ce qu'ils estiment du surpompage, Bernard Schmitt et d'autres militants traînent Nestlé en justice en 2020 pour forages illégaux. Et ils gagnent. Nestlé dispose de 30 forages actifs. Sur ces 30 forages, on a estimé en travaillant le dossier qu'il y avait 18 forages qui n'étaient pas autorisés au titre du Code de l'environnement. Avec le travail qu'on a fait avec notre avocat, on a réduit à 9 forages pour lesquels on était sûr de notre coup. D'accord ? Donc on a porté plainte et la plainte a abouti à ce qu'il y a eu une reconnaissance que ces forages étaient illégaux. Au final, Nestlé paye 2 millions d'euros d'amende, plus des dédommagements à des associations comme celle de Bernard Schmitt. Retour à Paris, où Nestlé fait face à une autre plainte. Foodwatch, une habituée des démarches en justice contre l'agroalimentaire, attaque Nestlé pour tromperie dans l'affaire des filtres interdits.
À partir du moment où une entreprise se rend compte qu'il y a possiblement une contamination de ces produits, en l'occurrence là des eaux en bouteille, elles auraient dû arrêter la production, informer les consommateurs, consommatrices, informer l'État. Ça veut dire qu'il y a pour nous une fraude caractérisée. Fraude caractérisée parce qu'il y a un intérêt économique, parce qu'il y a tromperie des consommateurs et parce que clairement c'était intentionnel. Et ce qu'on veut avec cette plainte, c'est casser le climat d'impunité et que toute la lumière soit faite. Suite à la plainte de Foodwatch, Nestlé tente de proposer un accord financier en vain. Quelle est-elle, à votre avis, l'ambition de Nestlé en vous proposant de l'argent ? Je crois que c'est assez simple à comprendre. C'est que si, en retour d'une somme d'argent, on laisse tomber une plainte, ça veut dire qu'on alimente le climat d'impunité et que, du coup, on n'a plus besoin de répondre de ces actes. En France, ça bouge. En Suisse, difficile à dire. La découverte de filtres au charbon actif chez Aigné en 2020 choque une partie de la population. Elle pousse aussi Nestlé à se tourner vers la Confédération pour obtenir une dérogation pour ces filtres. Dans son lobbying, la multinationale peut compter sur l'Association suisse des eaux minérales, dont le comité est présidé par le directeur de Nestlé Waters. L'association organise régulièrement des événements destinés aux politiques, comme le 19 mars dernier à Berne, avec une rencontre centrée sur l'anniversaire des 120 ans des eaux Aigné. Qui dure depuis plus de 120 ans. L'association a de nombreux relais au Palais fédéral. Au 10 mars, elle affichait parmi ses membres 13 parlementaires, tous issus du camp bourgeois, parmi lesquels les influents Magdalena Martullo-Blocher ou Philippe Mathias Bregui. Des parlementaires qui sont tenus de déclarer leur lien d'intérêt. Mais sur les 13, seul Martine Candinas l'a fait. Pour les autres, rien. Pour le moins étonnant. À croire que le secteur de l'eau minérale n'est pas aussi pur et transparent que ses publicités. Finalement, malgré le lobbying de Nestlé, la loi n'est pas modifiée et les filtres sont enlevés 2 ans et demi plus tard. Durant cette période, les consommateurs ont donc acheté une eau qui n'était pas dangereuse pour la santé, mais qui n'était pas de l'eau minérale naturelle. Pour tenter de comprendre ce qui s'est joué, nous avons demandé, comme la loi le permet, d'avoir accès aux échanges entre Nestlé, les autorités fédérales et le chimiste cantonal vaudois, l'homme qui a découvert les filtres en question. Habituellement, une demande de ce type prend quelques semaines. Là, ça fait plus d'1 an que ça dure et nous n'avons encore rien reçu. En juin 2024, le chimiste cantonal a dénoncé l'entreprise auprès du ministère public. Un fait rare qui pourrait être le signe de la gravité de la situation. Mais il a refusé notre demande d'interview. Quant à Nestlé, la multinationale tente seulement de rassurer sur la situation actuelle suite au retrait des filtres à charbon. Ces éventuelles nanotraces ne présentent donc aucun risque pour la santé. Car on s'en souvient, en mai 2024, ABE avait trouvé des traces de pesticides et d'herbicides dans une bouteille d'Aigné. Le point le plus intéressant de ce test, eh bien, ce sont les résultats pour l'eau d'Aigné. Oui, alors l'Aigné plate que nous avons acheté contient 2 métabolites de chlorothalonil, on est dans l'ordre du microgramme par litre, et 2 métabolites de chloridazone, qui est un herbicide, aussi dans des quantités similaires. Face à l'accumulation de nuages dans le ciel, Nestlé semble vouloir se distancer de sa branche eau minérale, à tel point qu'en automne dernier, elle en a fait une entité autonome. L'image de la Suisse est profondément liée à celle de l'eau. Ses glaciers immaculés, sa neige, ses lacs et ses eaux minérales. À la fin du 18e et au 19e, et puis au 20e surtout, l'industrie des stations climatiques et thermales commence à prendre son essor. Les usagers n'ont plus droit de se servir directement sur la source, mais les industriels proposent à qui le souhaite de retrouver les bienfaits de l'eau à travers une vente aux bouteilles. Et l'eau devient un bien de consommation et aussi un marqueur de distinction sociale. Quand l'eau du robinet est bonne à boire, le fait d'acheter de l'eau en bouteille signifie apporter quelque chose de plus à sa table et à sa consommation personnelle.
Donc, les curistes ramènent chez eux de l'eau minérale pour emporter à la maison leurs bienfaits, mais aussi pour marquer leur classe sociale. L'eau minérale est alors vue comme un bien précieux, quasi magique. On associe à l'eau minérale, à l'eau en général, des valeurs très importantes. Donc l'image de la jeunesse, de la sveltesse, de la performance, mais aussi une image, je dirais, paradoxalement, de naturalité. Cette eau qui est captée de manière très précautionneuse, qui a traversé pendant des millénaires des strates et des strates de roches ou qui affleure dans un contexte naturel, nous donne aussi la sensation d'être en lien avec cet environnement-là. Aujourd'hui, en Suisse, on raffole toujours de l'eau minérale, pensant souvent y retrouver cette nature pure et intacte. Mais avec la détérioration de l'environnement, est-ce que ça fait encore sens ? On a une évolution en fait de l'environnement et du climat qui a passablement changé ces dernières années. On le voit dans les dernières études par rapport à l'eau de pluie. Elle est beaucoup plus concentrée en contaminant ces polluants éternels qu'on retrouve ensuite dans le cycle de l'eau. Donc c'est vrai qu'on n'est plus dans une situation comme on l'était il y a 20-30 ans en arrière. Et puis il y a un deuxième paramètre, c'est l'augmentation des températures hivernales qui fait qu'on a une perte du permafrost par endroit et aussi du coup potentiellement des infiltrations qui n'existaient pas à l'époque. Résultat, lors des analyses d'eau minérale en bouteille, on retrouve régulièrement des traces de pesticides, de PFAS ou de microplastiques, conséquence de l'activité humaine. Alors, pour les consommateurs, est-ce dangereux de boire ces eaux ? Alors, ils ne sont pas dans un danger aigu, on est plutôt dans une problématique de type chronique et à l'échelle de population, c'est-à-dire on se pose la question de l'eau qu'on distribue globalement à la population, c'est des polluants qui vont s'ajouter à toute une série d'autres polluants auxquels on est exposé. Donc le but, évidemment, c'est un problème de santé publique, c'est de réduire globalement la quantité de polluants qu'on fait entrer en contact avec les gens. Donc on n'est pas dans un danger immédiat, mais c'est plus une réflexion de type sociétal, de type générationnel. Avec l'augmentation des polluants dans la nature, faut-il autoriser les traitements sur l'eau minérale, comme le demande Nestlé par exemple ? Aux États-Unis, c'est déjà possible de vendre sous l'appellation eau minérale des eaux qui sont dépolluées. Mais alors pourquoi payer des centaines de fois plus cher une eau qui ressemblerait autant à celle du robinet ? En Suisse, une autre solution existe. Je pense que boire de l'eau minérale en bouteille en Suisse, ça n'a vraiment pas de sens. On a une eau de robinet d'excellente qualité, très contrôlée, donc il n'y a aucune vraie raison pour consommer de l'eau en bouteille. Voilà, on va se diriger. Donc là, on est sur une plateforme qui constitue le sommet de la décharge, en fait. En mai prochain, Nestlé doit comparaître devant le tribunal de Nancy, en France. La multinationale est poursuivie pour avoir conservé 3 décharges sauvages pleines de déchets plastiques, dont celle-ci. On voyait les vaches manger les bouteilles de plastique. Au total, les déchets représenteraient 470 000 mètres cubes, soit 150 piscines olympiques. Des décharges qui datent des années 60. Nestlé n'était alors pas encore propriétaire des eaux Vittel, Contrex et Épar, mais en les achetant, Nestlé a aussi fait l'acquisition de ces décharges. Et donc les échecs industriels étaient jetés dans un endroit où ils avaient creusé une gigantesque fosse. Donc cette fosse, elle fait 100 mètres de long, à vue de nez comme ça, 20 ou 30 mètres de haut, et puis 30 ou 40 mètres de large. Et donc là, il y avait une petite baraque avec une barrière, et puis un salarié qui levait la barrière au moment où les camions venaient déverser les échecs. Donc les échecs étaient mis dans la fosse et ils étaient enflammés. Donc ça, c'est une bouteille des années 70, sans doute. Le niveau maximum, il est par là. Et il était auparavant recouvert de terre jusqu'ici. Et c'est l'érosion qui a fait que ces bouteilles-là ont été mises à nu, quoi. Mais je ne pense pas que ça aille jusqu'en haut. C'est plus en profondeur qu'il faudrait avoir une idée. Abandonné ici depuis des dizaines d'années, le plastique a eu le temps de se détériorer. Nestlé est ainsi poursuivi pour avoir, selon la plainte,
laisser s'écouler dans les eaux superficielles et souterraines des particules de microplastiques à des concentrations rendant toute vie aquatique impossible.